J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde, j'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. Something you live, something you live, something you live, something you rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. Pour terminer du coup cette journée du design et clôturer le festival, je vous propose d'écouter Johan de Roueck. Alors Johan de Roueck, il est originaire de Douarnenez et il a commencé à se former au design au lycée du Paraclet avant de passer par Estienne, puis partir à l'Atelier national de recherche typographique où il a fait une première thèse en quelque sorte sous la direction de Peter Keller. En 2004, il devient pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Et après avoir fondé son agence puis avoir travaillé en indépendant, il décide de se concentrer sur l'enseignement et a débuté depuis quelques années maintenant une nouvelle thèse à la croisée des mondes de la typographie et de la pêche. Et je vais le laisser vous présenter tout ça. Merci Nathan. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'équipe de m'avoir invité. Merci Nathan. Je précise effectivement, je suis un Douarneniste qui habite à Paris et pas un Parisien qui habite à Douarnenez. Donc vous laissez ma voiture sur le parking tranquille, s'il vous plaît. Alors, je vais effectivement peut-être un peu continuer ce qui a été amorcé depuis ce matin, c'est-à-dire raconter un parcours. Et étant donné que je me considère comme un jeune vieux ou un vieux jeune, selon le point de vue, j'ai fait quand même pas mal en tout cas, j'ai pu pratiquer le design graphique sous différentes formes, divers statuts, diverses approches, certaines assez intéressantes, d'autres un peu moins. Je vais essayer de passer assez rapidement et puis pour aboutir à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait plus de graphisme. J'ai été étudiant donc, au Paraclet, Nathan vient de le dire, en 1996 et jusqu'en 2001. Je ne vais pas vous montrer des travaux d'étudiants, je vous épargne ça. Je vais vous parler de la suite des études, donc l'Atelier national de recherche typographique, qui est un labo qui est basé à Nancy, dans lequel je suis allé en 2001-2002. J'ai rencontré un bon collègue qui est devenu un très bon copain qui s'appelle Thomas Huot-Marchand, que vous voyez ici sur un document exclusif avec des cheveux. Et on a passé une très belle année, voilà, typographie, whisky et cigarettes. Voilà. Pour ma part, j'ai abordé le monde de la typographie. Il faut que vous le sachiez, les étudiants, je pense qu'il faut pouvoir comprendre la typographie comme un monde, un univers, dans lequel il existe ensuite des domaines, des pratiques. Le type design en est une. La mise en page est aussi un aspect de la typographie, la recherche en typographie aussi. Moi, j'ai abordé cette question-là par le biais de une sensation un peu plastique, c'est-à-dire, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous montrer un peu sur quels étaient mes... Est-ce que ça fonctionne ? J'ai questionné à l'époque la nature tridimensionnelle de la typographie. On parlait beaucoup de structure, à l'époque on parlait beaucoup de Frutiger, on parlait de squelettes communs, on parlait de phénomènes de lecture. Et dans tout ça, je me suis un tout petit peu questionné, mais questionné non pas très intellectuellement, mais je me suis questionné physiquement, plastiquement et optiquement sur la possibilité d'une ossature tridimensionnelle des caractères et sur éventuellement je me remets en plein écran. Sur la lecture en mouvement. C'est surtout ça qui m'a beaucoup intéressé. Comment est-ce qu'on lit quand on se déplace, quand on n'est plus devant un texte frontal, dans des conditions un peu optimales de lecture, au calme, dans un fauteuil chez soi, mais quand on lit des mentions qui sont soit elles-mêmes en mouvement, soit quand on est soi-même en déplacement. Donc voici une interprétation de la gothique tridimensionnelle. Voilà, ça a donné lieu à des constructions. J'ai travaillé une année quasiment sans Macintosh. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Je pense que c'est très sain de quelquefois laisser refroidir un peu la machine. Et puis, j'ai sorti un fer à souder. J'avais du métal, du bois, des outils divers. Et puis surtout, à chaque fois qu'il y avait une piste un peu sérieuse, peut-être un peu prometteuse, se déplacer dans l'espace, regagner l'espace physique pour pouvoir tenter de placer ce que j'avais appelé des signes-objets. Ce sont à la fois des caractères typographiques, mais qui n'en sont pas vraiment, des petites sculptures dont la lecture est permise ou interdite selon le point de vue de l'observateur.
Je l'ai fait avec des techniques, voilà, ça ne m'a pas coûté cher, hein, c'était des pailles de cocktail. Mais je vous remontre une autre vidéo. C'était un peu les moyens du bord à l'époque. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, je regrette un peu la faiblesse de la qualité de ces traces-là que je vous montre aujourd'hui. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Aujourd'hui, vos travaux, quand vous avez l'opportunité de faire, je sais pas, un petit documentaire, essayez de soigner ces choses-là. Soignez vos prises de vue, soignez vos documentaires sur les projets, parce que une fois que ça s'est perdu, c'est détruit, il n'en reste plus rien. Et j'ai peut-être été un peu négligent, et du coup, les traces que je vous montre aujourd'hui, elles ont un intérêt pour la démarche, pour le projet, mais je regrette un peu de ne pas avoir été un peu plus soigneux à l'époque. Faites de bonnes photos, très important. Un dernier projet mené à la NRT, donc à l'Atelier national de recherche typographique à Nancy. J'ai mis cette fois-ci dans l'espace d'un escalier un mot, le mot anamorphose, tout simplement. Je n'ai pas été très inspiré ni très créatif à ce moment-là, mais c'était un mot qui était censé être lu au fur et à mesure de la progression de l'observateur dans l'escalier. Donc chaque signe est lu, décrit, se construit progressivement en fonction évidemment de la progression de l'ascension. Et puis une fois qu'un signe a été redressé par la perception, et ensuite il se défait, il se détricote un petit peu. Pareil, je vous montre une dernière vidéo. Malheureusement, c'est la seule trace que j'ai aussi de cette installation éphémère. Vous allez comprendre tout de suite. Donc ça, c'était dans l'école des Beaux-Arts de Nancy. Ça, c'était mon année à Nancy. Voilà. Après, comme je ne voulais toujours pas aller bosser, dernier mot sur cette année-là. J'ai à la fois découvert la typographie, encore une fois, je parle de l'art typographique au sens large, c'est-à-dire de la question typographique et même de la recherche fondamentale. Et j'ai eu la chance d'avoir donc des enseignants, et notamment Peter Keller, le directeur de l'atelier à l'époque, qui a eu l'intelligence aussi de nous former à la bonne pratique dans la recherche, c'est-à-dire que quand on a quelque chose, quand on a réussi à obtenir quelques résultats, si maigres soient-ils, on les publie. Et ça, je vous encourage aussi à prendre la parole. À l'époque, c'était très compliqué parce que les médias pour le design graphique étaient des médias presse, donc des médias coûteux, qui étaient très durs, difficiles à atteindre quand on est étudiant ou jeune professionnel. Donc là, c'est une revue suisse de l'imprimerie, en haut, Typographische Managplatte, et puis Étape, qui à l'époque s'intéressait un peu dans le numéro d'été aux travaux des étudiants. Je pense que en tout cas moi j'ai appris ça, c'est la moindre des choses que de montrer, de rendre public quelque chose quand on a eu le loisir et la chance de profiter d'une belle année de formation, qui m'a rien coûté d'ailleurs. Il faut pas garder ça pour soi, il faut le transmettre, il faut le communiquer, il faut que d'autres puissent s'en saisir, éventuellement le porter plus loin, etc. Donc je vous encourage, et maintenant vous avez les outils pour diffuser presque instantanément votre production, et c'est très bien, donc soignez vos présentations et ne soyez pas avares. Passez vos créations. En 2004-2005, je candidate à l'Académie de France à Rome, qui est donc une institution qui est plus connue sous le nom de Villa Médicis. On en a un peu parlé ce matin. Yann Carsalet a montré son intervention sur les façades du bâtiment à Rome, sur les collines du Pincio. Donc j'ai eu la chance d'avoir un an de séjour là-bas. Vous savez peut-être le fonctionnement, c'est une quinzaine de pensionnaires, en tout cas c'était le cas à l'époque, toutes disciplines confondues, plasticiens, historiens de l'art, restauration, photo, musicologie, etc., etc. Et pendant un an, on est hébergé, on a une bourse qui est assez substantielle, et puis
une espèce de bloc de temps, d'espace et d'énergie pour créer absolument ce qu'on veut. Bref, je le souhaite à tout le monde, évidemment. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'élus, mais chaque année une quinzaine de pensionnaires peut aller à Rome. On a décidé quelque chose avec 3 copains que je vous présente ici, Bastien Gallet, Arnaud Bertina, écrivain, et Ludovic Michaud, photographe. On a fait un choix assez tôt dans notre séjour, c'était de mettre de côté notre projet personnel pour entamer un projet collectif. D'habitude, les pensionnaires arrivent avec leur projet et puis, pendant un an, essayent d'accomplir et puis de mener, de créer des pièces, une collection ou une exposition. Nous, on a préféré se mettre ensemble et puis jouir de l'opportunité de ces 3 disciplines, donc la philosophie, la littérature, la photographie et le design graphique, pour faire un projet commun, un projet collectif. Au départ, on avait envisagé une exposition avec ces 8 mains, et puis finalement c'est le livre, c'est le support livre qu'il a emporté pour recevoir justement nos 4 points de vue. Alors le livre, je vais en parler rapidement, mais c'est une farce archéologique, c'est-à-dire qu'on a décidé de s'occuper d'un quartier de Rome. Pour celles et ceux qui sont allés à Rome, c'est le Champ de Mars, le Campo Marzio, qui est situé vraiment au cœur historique de Rome. Et c'est là que l'empereur Auguste, dans un espèce de délire mégalomaniaque, a fait ériger plusieurs bâtiments à sa gloire. Une horloge solaire, son propre mausolée, son tombeau, et puis un monument qui est un trône et qu'on a appelé l'Arapakis. Et dans cette espèce de complexe iconographique assez délirant, Auguste se présente évidemment au peuple romain comme étant le pacificateur de l'Empire, celui qui va rapporter l'opulence et la paix. Et la paix chez les Romains. Évidemment, c'est un délire politique et qui sera repris presque 2000 ans plus tard par Mussolini, avec ce programme iconographique qui est généralement accompagné de mentions, d'écritures, de bâtis, de constructions, et qui évidemment, sous couvert d'une immense violence, se présente comme étant celui qui apporte la paix et qui restaure la paix dans l'Empire. Je passe des pages de cette expérience-là qu'on a appelée donc anastylose. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, ce qui est un livre un peu unique, parce qu'on a eu véritablement les moyens de travailler sans avoir sans réelle contrainte. On a simplement eu comme deal avec l'Académie de France à Rome l'obligation de trouver un éditeur français partenaire pour pouvoir fabriquer le livre et le diffuser surtout. Mais hormis cette contrainte pratique là, de rencontrer un public, finalement, on a été complètement libre de nos contenus. Vous me voyez ici avec l'ami Bastien Gallet, on est en train de se promener sur une maquette de la Rome antique en plastique. Et pour moi, ça a été l'occasion de raconter aussi dans un de ces chapitres du livre l'histoire de l'édition, puisque finalement, je pense que une des tresses de ce livre, vous l'avez compris, extrêmement polyphonique, très, très touffu, beaucoup de points de vue, beaucoup d'histoires qui s'entremêlent. J'ai pensé que la typographie, l'histoire de la création typographique, donc à la période de la Renaissance, avait aussi sa place dans l'histoire. Voici l'horloge solaire. Bon, quelques chapitres comme ça. Je vais passer rapidement, mais c'est pour vous donner un peu l'ambiance de ce livre-là, très, même un peu complexe, beaucoup de posters, de cahiers qui se dépliaient à l'intérieur. Bref, pas d'une grande sobriété. Je ne sais pas si je le referai comme ça, mais à l'époque, j'avais 25 ans et j'ai fait presque le livre dont un peu le livre dont je rêvais. C'était une opportunité assez rare. Je passe en 2005 et là c'est un peu la douche froide. Je rentre donc d'un an de rêve en Italie, donc à siroter du pinard et puis à parler de typo avec Et puis j'arrive à Paris et puis enfin il est temps de se mettre au travail, quoi. Et là c'est un peu la débandade parce qu'il est clair que ces métiers-là du design graphique et puis quelquefois, surtout quand ils côtoient ou quand ils vont un peu interroger les limites même de l'exercice et qu'ils côtoient les arts plastiques ou en tout cas des productions qui sont déconnectées, décorrélées de la commande ou de la nécessité évidemment de gagner sa croûte, quelquefois ensuite le retour à la réalité peut être un peu des chantolles comme on l'appelait entre nous.
Malgré tout, j'ai quand même monté une agence avec un camarade. On sortait tous de l'école Estienne à peu près. Et voilà, de ces années agence, où finalement je suis devenu donc directeur artistique, avec ce que ça suppose de dimension managériale en fait dans l'activité. Je retiens un projet que j'ai envie de vous montrer, auquel je tiens beaucoup, pas parce qu'il est exemplaire, et puis je ne suis pas là pour vous montrer mon book, hein, ça n'a aucun intérêt, mais c'est surtout que la rencontre avec un objet qui est assez complexe et qui est la presse écrite. Alors je sais bien, j'ai des étudiants qui ont votre âge, de votre génération. La presse écrite est très peu consommée par des individus de votre âge. Et puis je ne vais pas vous mentir non plus, elle est en assez mauvaise santé financière, donc je ne vais pas vous pousser dans le mur. Mais l'exercice de la presse écrite, ne serait-ce que travailler à la mise en page dans un journal, que ce soit un quotidien ou un mensuel, ça c'est les chroniques de la BNF. C'est-à-dire c'était un petit mensuel édité par la Bibliothèque nationale de France. L'exercice de la presse, c'est un exercice qui est à la fois technique, philosophique, graphique, évidemment, esthétique, et politique, qui est absolument complet. Je pense qu'il n'y a pas plus complet comme exercice. Peut-être la signalétique a d'autres niveaux de complexité dans la gestion de l'information, mais en tout cas, je vous encourage, même si vous n'en faites pas votre métier, ou évidemment s'il est, encore une fois, assez difficile d'en vivre, parce que malheureusement, il y a très peu de titres en France qui sont à l'équilibre, hormis peut-être des supports de niche, très, très, très spécifiques, sur des sujets bien particuliers. Moi, je vous encourage à faire l'expérience de la presse, parce qu'une fois que vous avez compris les mécanismes des rapports texte-image, une fois que vous avez réglé une trentaine ou une cinquantaine de niveaux de lecture dans un espace aussi ramassé que la double page, et que vous avez réussi à faire cohabiter tout ça en vous mettant chaque fois à la place du lecteur à qui s'adresse ce contenu, ce texte, et que vous sortez vainqueur finalement d'un espèce de défi technico-esthétique, et ben je peux vous dire que vous êtes outillé pour la vie, vraiment. Et qu'une fois qu'on a fait un exercice de presse comme ça, même si sur le plan graphique c'est pas très spectaculaire, ça reste effectivement très dans l'ingénierie un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, passer à l'édition, c'est presque une formalité, quoi. C'est presque facile après la presse. Donc voilà quelques détails de ce travail pour la BNF. Et la particularité, donc après la construction de ce gabarit, là, ça a été on a proposé à notre commanditaire d'ouvrir les colonnes chaque mois, à chaque numéro, à un nouveau type designer. Et à cette époque-là, il y avait une émergence d'une espèce de bulle de la typographie et du time design en France. Ce n'était pas le cas avant. Les micro-fonderies commençaient un peu à pulluler et à exister. Et enfin, tous les étudiants qui sortaient des différentes formations en France de type design pouvaient prétendre à gagner leur vie avec leur création typographique. Donc on a proposé la BNF, qui est quand même une institution qui se prêtait bien à ce phénomène, de prêter main forte et puis d'ouvrir les colonnes pour le caractère de titrage. Petit problème d'affichage, excusez-moi. Donc, à chaque numéro, on invitait une ou un créateur et on choisissait un caractère de titrage. Bon, je suis désolé, mes montages s'affichent mal. Pour qu'en plus, on ait le sentiment que la BNF soutient et accompagne un phénomène à l'époque sur la création de caractères en France. Je continue sur l'exercice de la presse un petit peu, après je vais passer à la suite. La presse, c'est aussi quelque chose qui vous oblige à dessiner. On a parlé du dessin à plusieurs reprises, et on a tenté quelques définitions aujourd'hui. La notion de dessin, effectivement, elle ne repose pas uniquement sur le fait de bien savoir dessiner, même si ce n'est pas une tare de bien savoir dessiner, au contraire, c'est magnifique, mais c'est surtout la capacité en direct, dans une situation donnée, à pouvoir prendre un crayon, prendre un papier et pouvoir poser une idée, la défendre et la valider auprès de vous-même d'abord, auprès de vos interlocuteurs ensuite, et de savoir, sans avoir besoin de votre Mac, d'une multiprise, d'une rallonge, ou même de 4G, parce que s'il n'y a plus de 4G, on ne peut plus bosser. Non, il suffit simplement de pouvoir avoir au bout de la main quelque chose qui répond absolument rapidement à votre projection. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus plaisant après le volet technico-esthétique, disons, de la mise au point de la maquette, c'était les rencontres
avec ce qu'on appelle les comités de rédaction, c'est-à-dire les temps où globalement toute l'équipe se réunit autour d'une table pour décider des contenus du prochain numéro. Donc vous avez les auteurs, vous avez les rédacteurs, vous avez les iconographes qui sont là, bref, vous avez aussi le service communication de la BNF qui est là pour veiller à ce que évidemment le support reste valorisant pour l'institution. Et puis nous, l'équipe de designers, l'équipe de communication plutôt, moi j'avais mis au point cet outil-là, un grand classeur avec des doubles pages qui étaient prédessinées pour que je puisse, moi, faire mes croquis en direct et travailler, non pas faire un travail de studio, c'est-à-dire une fois qu'on a pris le brief, on rentre chez soi et puis on bosse, mais de pouvoir vraiment, véritablement dessiner en direct. Et je dirais presque, cette hygiène-là du dessin, elle sert à ça. Elle sert à gagner un temps phénoménal, elle sert aussi à associer toutes les parties prenantes d'un projet dans le temps de la conception. Et quand vous avez fait ça prend rien. Moi, je ne sais pas dessiner de caractère typographique, je ne suis pas un dessinateur hors pair, j'ai eu une formation comme la vôtre, tout à fait convenable en dessin de modèle vivant, en dessin de perspective, en tout cas suffisamment pour pouvoir projeter dans une page quelques colonnes de texte, le placement d'une image, et donner immédiatement envie, ou au contraire ne pas donner envie à la personne en face de moi de se projeter dans une production. Je termine avec la presse. Vous avez bien compris que je compte sur vous. J'ai claqué la porte de cette agence de publicité, de communication en 2011. Je ne me suis pas véritablement fâché, mais quand on est directeur artistique d'une agence, on avait commencé, on était 2, 3 au début, et puis quand je suis parti, on était plutôt 10 ou 12. Vous comprenez bien que la part du graphisme, c'est-à-dire la part pratique véritablement, elle a tendance à se réduire, et puis à la fin, j'avais plutôt pour habitude de gérer un peu le planning des uns des autres, et puis de faire plutôt du management, et toutes ces sortes de choses qui font tenir une structure, mais qui sont beaucoup moins dans la discipline. Et autant je me considère comme un graphiste ou un designer à peu près potable, autant sur le plan managérial, je suis vraiment tellement mauvais qu'il ne fallait vraiment pas me confier un truc pareil. Donc je suis parti, j'espère au bon moment, pour redevenir indépendant. Et redevenir indépendant, pour moi, il y avait donc 2 motivations. C'était à la fois pouvoir enseigner, chose qui est assez peu compatible avec les semaines qu'on se tape en agence. Donc dégager du temps pour l'enseignement et la transmission, c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis longtemps. Et puis un autre support dont je vais parler beaucoup, c'est le support du livre, qui est dans une économie en France qui n'est absolument pas une économie de budget, je parle d'économie financière, qui est dans une économie qui n'est pas compatible avec la structure d'une agence de communication ou d'un studio de 4, 5, 6, même 10 salariés. C'est pas possible. Pour faire du livre en France, il faut pouvoir être mobile, peu cher et très attaché à l'accomplissement des choses, c'est-à-dire revenir quasiment à une pratique artisanale de la chose et moins industrielle. Donc, je caricature et je simplifie beaucoup, mais il y avait quand même ce désir-là de me rapprocher de choses, de pouvoir avoir un objet entre les mains, un objectif, et l'accomplir et l'amener jusqu'au bout. Donc je vous passe quelques productions de cette époque-là. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé donc comme graphiste indépendant. J'ai gagné 2 fois mieux ma vie qu'en salarié, pardon, je le dis quand même, quand on arrive et qu'on n'est pas allergique à l'administratif, bien évidemment, quand on n'a pas trop de tabous vis-à-vis de l'argent. Ça, c'est aussi un peu difficile dans nos carrières, parce qu'il faut aussi être chef d'entreprise, même si l'entreprise, c'est soi-même, il faut pouvoir la gérer et puis être tout à fait à l'aise dans le temps, dans l'espace, effectivement, honorer un délai, on en parlait tout à l'heure, ne pas avoir de gêne vis-à-vis de l'argent, bref, gérer un peu sa boutique. Et j'ai fait des livres, des collections dans tous les domaines, histoire de l'art, j'ai fait des catalogues d'exposition, j'ai fait des... peu importe. J'ai fait ce qui commence maintenant à s'appeler depuis quelques années le design éditorial, et qui en France a mis beaucoup de temps à se nommer comme discipline un peu à part entière. Je vais faire un petit focus sur 2 bouquins, une collection pour les éditions Nova, qui m'a beaucoup plu et qui est assez récente, c'est juste avant le confinement. Un ancien de chez Actuel,
un monsieur qui s'appelle Jean Rousseau et qui est un ancien designer d'un groupe complètement dingue qui s'appelait Bazooka. Alors c'est pas votre génération, c'est même pas la mienne, mais à une époque dans les années 70, il faisait des interventions commando et terroristes dans les supports de presse et je peux vous dire que ça dépotait, quoi. J'envie un peu leur liberté. Voilà, c'était l'époque drogue et assez contre-culture, des gens qui ramenaient tout ce qui se passait dans les contrées anglo-saxonnes et qui en rapportaient effectivement une espèce d'idéologie très, très débridée, très libre. Et à 70 balais, ce monsieur-là, il est venu me voir avec l'éditrice de chez Nova et on est tombé d'accord pour faire une espèce de bilan de ces années contre-culture. Et je lui ai proposé tout de suite d'en faire un annuaire. Lui, il avait un carnet d'adresses, il m'a sorti son calepin, son agenda avec tous ses contacts. Bon, les 3/4 des gens étaient morts dedans, parce qu'il faut savoir que dans le milieu de la contre-culture, dans les années 70, la moyenne d'âge, en tout cas l'espérance de vie, était très très faible, mais en tout cas, il y avait quand même cette somme-là de noms, certains connus, d'autres moins connus, et puis je lui ai dit, écoute, on fait un bottin téléphonique. Alors ça ne parlera qu'aux gens de sa génération, un peu de la mienne, parce que j'ai connu aussi les annuaires, les pages jaunes, je pense qu'aujourd'hui ça parle un peu moins, mais c'est un tout petit bouquin, une petite brique qui avait une grande souplesse, et qui a été diffusé comme ça, comme un annuaire. Et j'étais pas tant satisfait du résultat, mais assez content d'avoir trouvé une forme relativement juste à un propos qui avait été clairement énoncé, en tout cas. Et puis j'ai fait la même chose dans la même collection avec une collection pour le punk. Là, j'ai rencontré des anciens punks, des punks qui ont 50 balais aujourd'hui, de la scène punk française, et qui n'ont rien perdu de leur superbe. Quand je leur ai demandé un visuel icono pour éventuellement réfléchir, ils m'ont envoyé une photo de chiottes comme ça, en me disant bah voilà, c'est ça qu'il faut mettre en couverture. J'ai dit attention, on va voir. Mais en tout cas, il m'avait apporté la couleur. Donc on a quand même... on a travaillé ensemble sur à la fois le titre, le rédactionnel. Moi, je trouve que c'est aussi parfois de la responsabilité du designer de donner son point de vue sur le rédactionnel, de savoir écrire un titre, un chapeau, ou en tout cas pouvoir ne serait-ce que apporter des idées. J'ai toujours pensé que un graphiste un peu accompli était aussi quelqu'un capable d'agir sur ce qu'on appelle le wording, pour utiliser un terme, encore un anglicisme. Le caractère typo ne m'intéressait pas à l'époque et j'en ai profité pour aller revisiter le matériel dont les punks se sont emparés dans les années 70-80 pour faire leurs flyers. Et donc ça a été la création du do-it-yourself avec une marque formidable de lettrage décalcomanie qui s'appelait le Tracette. Et un caractère donc très emblématique qui s'appelle le compacta. Voilà, le bouquin ressemble à ça, comme des planches de lettres A7. Voilà. J'en arrive à 2021. Le Covid est venu un peu clore finalement une activité professionnelle que j'avais laissée un peu mourir. Peut-être que sans me rendre compte, je m'étais un peu épuisé à la tâche et je commençais à travailler peut-être un peu moins bien. En tout cas, il y avait une idée qui me trottait en tête et qui ne me quittait pas, c'est que la recherche fondamentale à laquelle j'avais un peu goûté à la NRT me titillait beaucoup. Et donc en 2021, j'ai décidé de tout plaquer. Je suis assez d'accord avec les intervenants et les intervenantes d'aujourd'hui qui ont dit qu'il fallait partir à temps, savoir partir ou arrêter quand ça se passe bien. Et puis avoir la bougeotte, je pense que c'est pas une tare. Et donc voilà, donc j'ai tout arrêté en 2020. J'ai prévenu mes clients, je leur ai dit de prendre leur disposition pour trouver des graphistes et plutôt des étudiants à moi. Donc j'ai passé la main aussi. Je trouve que ça fait partie de nos missions aussi de passer la main. Et je suis redevenu étudiant moi-même. Alors étant donné que j'avais pas c'était un peu le bordel dans mes diplômes, etc. J'ai dû m'inscrire aux Beaux-Arts l'année dernière, non, il y a 2 ans. Je l'ai dit à personne, parce que c'était mes potes qui étaient... moi, j'étais prof aux Beaux-Arts, donc j'ai demandé à des collègues de m'encadrer. Et bon, bref. Mais c'était simplement pour obtenir une équivalence. Et cette équivalence de master m'a permis de m'inscrire en thèse de doctorat, comme le disait Nathan au début de cette présentation. Et cette thèse de doctorat, donc j'en arrive là, je la conduis dans une école à Paris qui s'appelle l'École pratique des hautes études, EPHE, qui est une grande école de sciences sociales, en fait, qui a connu des ethnographes, des ethnologues qui ont œuvré un petit peu sur la notion de patrimoine, et puis la notion de patrimoine des métiers, en fait. Et je suis très fier maintenant d'être dans ce cycle-là. Donc je suis co-dirigé par un paléographe qui s'appelle Mark Smith,
et puis co-dirigé par une autre femme, docteur, qui est Alice Savoie, et qui enseigne le type design à la NRT. Donc voilà, j'ai un pied à Paris, un pied à Nancy, tout ça pour un sujet qui se situe donc 650 km plus à l'ouest, c'est-à-dire sur les côtes du Finistère. Alors, je pense que tout ça est un peu teinté aussi de mal du pays, certainement, un peu de crise de la quarantaine aussi, je ne sais pas, mais bon, j'ai eu envie de m'intéresser avec maintenant peut-être ce savoir et ce bagage sur la typographie et sur la culture visuelle, de m'intéresser à quelque chose que j'avais sous les yeux depuis très très longtemps, c'est l'immatriculation des bateaux de pêche à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire ce qu'on voit sur à peu près toutes les photographies anciennes et les cartes postales au tournant du siècle. Je travaillais avec Fanch Le Hénaf, qui a été mon enseignant au Paraclet et qui reste un formidable collègue et complice. On travaillait ensemble sur le Brito et on s'est posé la question de la provenance de ces fameux chiffres-là qu'on retrouve, les immatriculations des bateaux. Et beaucoup de personnes pensent que c'est un petit sujet en apparence. Il n'y a pas grand-chose derrière ça. On appelle ça la typographie vernaculaire, ou le lettrage vernaculaire plutôt. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la lettre. Bien souvent, les pêcheurs n'étaient pas lettrés, ou très peu, beaucoup d'illettrisme quand même à cette époque-là. Et on a pensé que finalement, il n'y avait pas grand-chose à en dire de cette notion d'immatriculation. Et moi, en commençant à accumuler un peu les exemples, et à regarder vraiment à la loupe et à scruter les photographies d'époque, je me suis dit qu'il y avait toute une aventure en fait qui n'avait pas été racontée. Et pourtant, l'histoire du patrimoine maritime a été racontée à partir de la fin des années 70, des années 80. Il y a eu un élan formidable qui a été lancé par des irréductibles et puis des passionnés, et qui ont réussi à sauver de l'oubli la construction, le chantier naval, les mœurs, les croyances de ce qu'on appelle la population des gens de mer, les hommes, les femmes qui travaillaient dans les usines, etc. Et peut-être qu'une de ces histoires qui n'avait pas été racontée, c'est cette micro-histoire qui se loge dans quelque chose de plus grand, c'est l'histoire du lettrage et l'histoire de la typographie. Et je trouve assez heureux, en tout cas aujourd'hui, il y a un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, c'est que les métiers du design et les métiers de la typographie, en tout cas, oui, design, typographie, ont maintenant accès à l'académie, c'est-à-dire à l'université. Pendant très longtemps, la France était vraiment complètement à la traîne par rapport à l'Angleterre, notamment, à nos voisins en Europe. Et globalement, les designers, les plasticiens restaient en dehors du cadre universitaire et n'avaient pas voix au conclave. Et enfin, parce que voilà, ça perce un peu. Et puis des gens de ma génération, donc vous voyez, il faut attendre, moi j'ai 44 balais là bientôt, de redevenir étudiant pour insister auprès de l'université et leur dire oui, il y a un intérêt social, il y a un intérêt ethnographique à se pencher sur un phénomène, mais s'y pencher non pas avec les outils des sciences sociales habituelles, mais s'y pencher avec le regard d'un designer et d'un typographe. Donc voici quelques exemples de ces immatriculations-là. Alors vous voyez, je ne vais pas vous raconter ma thèse puisqu'elle ne fait que de démarrer, j'ai encore 3 ans devant moi avant de la soutenir, mais la consigne a été passée au milieu du siècle. Globalement, l'État français a exigé des marins-pêcheurs qu'ils immatriculent leurs bateaux, tout simplement pour les surveiller. Ce n'était pas pour leur faire plaisir, hein, c'était simplement pour les surveiller. Donc évidemment, les marins ont bien compris que c'était un outil de flicage, hein, tout simplement, de leurs faits et gestes. Et ben, en quelques années, ils sont partis de cette contrainte-là pour en faire un art populaire et un art graphique populaire. Donc, vous voyez qu'entre 1850 et puis les premières photographies qu'on observe, 1880, 1890 surtout, on s'aperçoit que cette population-là, qu'on a souvent tendance un peu à mépriser, ou en tout cas, effectivement, un peu à dédaigner, s'est saisie d'une obligation légale, a dit « d'accord, on va immatriculer nos bateaux, mais tant qu'à faire, on va en faire de l'art ». Et je vous passe ma technique de travail qui est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que j'écume toutes les archives publiques, privées, non seulement de Bretagne et de Cornouailles, mais aussi de France et même du monde entier, parce que ces fonds photographiques-là sont vraiment dispersés.
J'observe au compte-fil, à la loupe et parfois même à la binoculaire des minuscules inscriptions sur des photos qui n'ont pas d'âge, qui sont presque les premières photographies. La photographie est inventée en 1825. On a des premières photographies en Bretagne de 1850, 1856. Donc autant vous dire qu'on est vraiment dans la proto-photographie, les premières photos ici. Et quand je peux, alors évidemment il y a une part d'interprétation dans ce dessin-là, quand je peux, je redessine systématiquement les caractères de ces chaloupes. Alors D pour Douarnenez, vous l'avez reconnu, le Q c'était pour Quimper. Alors voilà, là je sors la binoculaire pour aller voir sur un tirage un D qui a commencé à se métamorphoser. Ici on est du côté de Pinmar, Quérity, et je redessine, avec patience. Vous voyez ici que du côté de l'Esconil, les marins ont eu très tôt la présence d'esprit de réaliser des pochoirs pour pouvoir se prêter des outils et ne pas avoir à repenser et à reproduire leur immatriculation. Ici, on est à Sainte-Marine, bien évidemment. Et quelquefois, il y a des réalisations qui sont véritablement étonnantes, quoi. Je reviens à Douarnenez. Et Douarnenez, vous verrez qu'entre 1885 et puis 1900, il y a eu énormément de tentatives. Et quand on commence à faire un peu de statistiques sur la forme qu'a pris ce dé, là, c'est comme si c'était un logotype. Et la notion de logotype n'existe pas véritablement, en tout cas pas en termes de branding, bien évidemment, à cette époque-là. Évidemment, la haute bourgeoisie, l'aristocratie, en tout cas ce qu'il en restait, avait des monogrammes, ou peut-être une culture du logotype personnel avec une lettre initiale. Et ben, les marins ont presque, peut-être, en tout cas j'imagine, réalisé une espèce de compétition visuelle avec des dés qui sont allés chercher dans des répertoires graphiques, typographiques très différents, et notamment celui de la gothique. Donc vous voyez ici et comment le signe se met au point. Les lettres n'étaient pas seulement peintes, elles étaient gravées. Donc il y a aussi un art du matériel, de l'outil, du bois. Et peut-être que c'est l'outil de la gravure justement qui a provoqué en partie des formes un peu exacerbées. Alors ça, c'est la seule photographie que j'ai trouvée. Où on aperçoit, ici au centre de l'image, un homme sur la cale de Douarnenez qui serait en train de graver. Voilà. Mais c'est la seule vue que j'ai de quelqu'un qui manifestement est en train de s'occuper de l'immatriculation du bateau. Donc voici un petit pot pourri des gothiques, qui est une période que j'affectionne particulièrement. Alors évidemment, je redessine et puis je confronte avec les spécimens et les caractères qui étaient sans doute en diffusion à l'époque, soit dans la presse, soit dans l'édition. Et puis, avec cette énorme collecte, j'essaie de dégager des phénomènes, essayer de comprendre, est-ce que c'était un auteur pour tout un port? Est-ce qu'il y avait plusieurs auteurs différents? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes de mode? Est-ce qu'il y a eu des copies? Comment les ports se sont copiés les uns les autres? Je fais un petit clin d'œil au logo de Douarnenez, puisque effectivement, il s'agit d'un signe qui est devenu tellement puissant dans l'imaginaire collectif qu'il est devenu véritablement un signe d'identité, à tel point qu'encore aujourd'hui, même s'il est, je pense, dans la mentalité de la plupart des gens déconnectés de son histoire, c'est un signe qui a encore une grande valeur affective et une grande valeur fédératrice. Les chiffres font l'objet de, vous savez, peut-être qu'on les appelle les chiffres à barbe ou des alphabets péchants. Alors voilà une collection de 1 de 1873. Et on voit que vers 1891, le 1 commence à avoir des moustaches qui apparaissent à la base du fût. Je vous présente un très joli document, une photo qui est conservée au musée de Bretagne, une photographie de Philippe Tassier qui date de 1912. Et on voit ici que une planche du bordage de cette chaloupe a été abîmée en mer. L'avarie doit être très récente. Et donc, la planche a été remplacée un peu à la hâte. Et quelqu'un est venu faire un marquage en prévision de l'immatriculation qui est en partie disparue. Donc, il faut voir ici à gauche que c'est un D. Vous avez la moitié du D de Douarnenez. Et puis, vous avez le signe 1 qui a simplement été tracé, certainement à la craie, provisoirement, pour que quelqu'un ensuite puisse venir le graver puis le peindre. Et je trouve que ce document-là, il est quand même extrêmement intéressant parce qu'il a quand même tendance à alimenter la thèse que certains outils, alors je ne parle pas nécessairement de pochoirs, mais peut-être de gabarit, ou mettons simplement des réglettes en bois qui puissent donner la hauteur du signe, sa largeur, et peut-être pourquoi pas le sommet arrondi de certaines portions de lettres ou de fûts, et puis circuler dans un port et servir
voilà, de patron pour garantir une forme d'homogénéité. Et je trouve que dans ces solutions un peu ingénues en fait pour faire du lettrage alors qu'on n'est pas professionnel de la lettre et très peu habitué à l'écriture, il y a des solutions graphiques qui sont magnifiques, quoi. Il suffit d'avoir finalement un segment de bois arrondi pour pouvoir le placer verticalement, le tourner à 90 degrés, et puis vous avez le fût horizontal du 4. Vous pouvez laisser ou non la forme intérieure vacante ou l'orner d'un diamant, les moustaches, et puis éventuellement terminer le 4. Bref, tout ça, c'est évidemment un travail en cours que je partage. Je donne un maximum de conférences et puis j'écris quelques articles quand je peux pour... Voilà, encore une fois, je parlais de la publication tout à l'heure. Sortir les choses au fur et à mesure, c'est la meilleure manière de récolter des retours, voilà, d'avoir du feedback et puis des gens qui vous disent mais non, ou alors d'être invité à aller consulter des photos. C'est ce que j'adore dans cette partie du travail. Et puis, en parallèle de cette espèce de grande collecte d'images et de dessins, évidemment, je vais regarder du côté de l'enseigne, je vais regarder du côté de l'affiche, de l'édition. Il y a évidemment une culture dont ce qu'on a appelé les arts et traditions populaires, des marins graveurs qui ont sculpté et orné leurs boîtes de bois, les marques de filets, les cuillères, etc. Les plaques de rue, parce que la numérotation des maisons en France date exactement de la même époque. C'est en 1850 qu'on commence à exiger aussi des Français, d'abord dans les grandes villes et puis ensuite un peu partout sur le territoire, on commence à exiger que les maisons ne soient plus simplement dénommées par des appellations plus ou moins fantaisistes, mais soient carrément marquées. Et évidemment, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour récupérer les impôts. Donc la notion de numérotation, très très importante au XIXe siècle, et je pense que c'est une histoire de la typographie qui n'est pas racontée, ça, l'histoire des chiffres. Quand on parle de la typographie, et même chez les grands historiens de la chose, de la discipline, on parle beaucoup de la lettre, et on parle de toutes les influences, de tous les registres stylistiques de la lettre. Mais si vous regardez les spécimens et que vous vous portez sur la proportion de chiffres par rapport aux lettres, les chiffres sont complètement en sous-représentation. Alors que c'est le siècle de la nomenclature, c'est le siècle du dénombrement et c'est le siècle un peu de la surveillance, ou de la loi en tout cas. Des affiches, c'est aussi le siècle, évidemment, en tout cas la dernière moitié du siècle est aussi l'apparition de la publicité, de la réclame. Bref. Et puis, autre plaisir, je rencontre des anciens, alors des gens qui sont nés entre deux guerres, à la fin des années 20, début des années 30, et avec qui je partage régulièrement, en maison de retraite ou ailleurs. J'arrive avec des gabarits, je leur montre comment j'avance, comment je progresse sur la construction d'un signe, et puis dans leurs souvenirs d'enfance, ces personnes-là me disent « Mais non, j'ai vu le graveur, il faisait pas ça, il faisait ça dans des cercles ». Alors ce monsieur-là m'a dit qu'il utilisait une cuillère, qu'il avait coupé sa cuillère au lieu d'avoir une gouge et qu'il ne se servait pas de matériel de menuisier, mais qu'il faisait lui-même ses outils avec ce qu'il avait sous la main. Bref, un grand travail d'enquête qui m'amène un petit peu sur le terrain de l'ethnographie. Moi, ce n'est pas ma formation, je viens comme vous des arts appliqués et du design. Mais bon, je me forme à ça. Et puis, dernier volet de cette thèse-là, c'est que j'expérimente aussi. Et je tenais, et je l'ai dit à mes deux professeurs qui encadrent, je tenais à ce que cette compréhension-là des mécanismes, des gestes, et du coup des formes graphiques et typographiques qui en découlent, elle soit aussi quelque chose d'intuitif, et je dirais presque de sensuel, c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre ces formes-là, je pense, qu'en les ayant éprouvées, avec des outils, avec le bois. Donc il y a quelque chose d'un peu intimidant là-dedans. Mais quand j'ai l'occasion et qu'un canote de style patrimonial est construit, je me porte volontaire pour conseiller ou même carrément mettre la main à la pâte pour tenter une immatriculation. Et ce qui me permet aussi de comprendre par le geste, par la répétition, en filmant les gens faire, je comprends souvent beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre par ailleurs, simplement en lisant des livres ou des choses comme ça. Ça va ? Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir eu la patience et la concentration.
C'est un canot qui s'appelle le D21, qui est maintenant a le nom de Joséphine et qui a été mis à l'eau aux Fêtes maritimes de Douarnenez cet été. Voilà, donc peut-être que si vous vous baladez dans les ports du littoral, vous verrez Joséphine, le D21. Merci. Avez-vous des questions avant de partir, même si ceux qui ont des trains ont besoin de s'éclipser? Ah, il y en a deux. Du coup, moi je me demandais comment ça se passe quand on est chercheur justement et qu'on travaille sur une thèse en termes de financement, de bourse. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tout est à notre charge ou alors est-ce qu'on a des financements? J'aimerais te répondre. Merci pour ta question. Effectivement, c'est un vrai problème. Toutes les disciplines sont pas logées à la même enseigne, malheureusement, en France. Moi, j'ai pas de contrat doctoral. Si c'est la question que tu poses, c'est-à-dire effectivement un partenariat avec une institution publique ou privée qui pourrait donc financer le temps de travail pendant 4 ou 5 ans et qui ensuite puisse quelque part exploiter les résultats de ce travail-là. Dans les sciences sociales, ça n'existe pas. Je vois pas qui ça pourrait être intéressé, hormis quelques communes ou éventuellement le département des collectivités territoriales ou pourquoi pas un éditeur qui pourrait poser une option sur éventuellement une publication suite à la thèse, mais ça reste quand même voilà, c'est pas un fonctionnement qu'on peut connaître dans les sciences dures où je sais pas, où quelques étudiants laborantins sont payés carrément par une boîte pour travailler, chercher et travailler. Moi je suis pas là-dedans, donc j'ai dû effectivement faire un sacré choix de carrière, c'est-à-dire que j'ai interrompu mon activité de graphiste indépendant. C'est pas rien. C'est une activité qui marchait très bien. J'ai gardé l'enseignement pour rester connecté avec le monde, parce que ça peut être une activité très, très solitaire, en tout cas qui peut isoler beaucoup. Donc j'ai gardé l'enseignement, mais j'ai fermé ma boutique, voilà, pour le dire un peu comme ça. Mon épouse gagne bien sa vie, je touche du bois, je t'aime, mon amour, et on a décidé ensemble de se donner 4 ans, de supporter ça pendant 4 ans, parce que ça en vaut la peine. Moi j'ai la conviction que ça en vaut la peine, et puis voilà. Et l'argent, oui, il faut s'arranger un peu. Il faut s'arranger un peu. C'est plus facile quand on a 25 ans et qu'on fait ça dans la continuité de ses études, j'imagine, parce que voilà, il n'y a pas encore de famille, il n'y a pas encore peut-être pas de foyer, il y a quelque chose qui peut se faire un peu dans la continuité naturelle des années licence, master, etc. Raccrocher à 40 balais passés, effectivement, c'est une vraie c'est une décision qui m'a mûrement réfléchi, mais je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais poser une autre question, mais je rebondis sur la dernière. Oui. L'avenir après ça, qu'est-ce que vous envisagez? Alors, oui, à l'issue de ces quelques années? Alors, c'est une question. Oui, il va falloir que j'y réponde de toute façon. Je pense que, à terme, il y a la soutenance de ce travail-là, peut-être dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, évidemment. À la clé, très certainement une publication, puisque c'est un sujet qui se prête à la représentation et puis à l'impression. J'ai maintenant un vocabulaire iconographique et typographique qui, à mon avis, peut devenir intéressant pour tous les gens qui sont soit passionnés de l'histoire du patrimoine maritime, soit de l'histoire de la typographie. Ça peut être 2 manières d'approcher le sujet. Donc ça, c'est un peu pour le moyen terme. Et puis, je crois surtout, je l'ai un peu évoqué au début, je crois qu'il y a un rapprochement entre les métiers du design et les sciences pratiquées à l'université. Et moi, je pense que c'est ça qui est l'enjeu, et qui me dépasse moi d'ailleurs. C'est pas ma contribution, mais c'est plus généralement, je pense que les métiers, les métiers qui ont conduit une population, et puis vous en faites tous partie, à se spécialiser et avoir une lecture de l'histoire, une lecture de la vie des hommes, de la société, de nos activités, par le prisme des signes que la société est capable de produire ou de comprendre, c'est ça l'enjeu. Et je trouve que du coup, là, l'apport d'un typographe au sens large aux sciences sociales de l'université peut donner des merveilles, quoi. Moi, je crois, je suis maintenant que je suis un peu plus habitué et que j'arrive à lire et à comprendre le jargon
des ethnologues, des anthropologues, ou que je lis beaucoup d'histoires, je trouve qu'il y a derrière des thèses qui sont fabuleuses et qui expliquent et qui décortiquent des phénomènes, je trouve qu'il y a un grand absent quand même de tout ça, c'est la lecture iconographique, c'est la capacité aussi à aller chercher dans les signes d'une société voilà, des changements, des choses qui témoignent quand même de grands mouvements. Et du coup, voilà, peut-être que j'enseignerai dans des endroits un peu mixtes où je sais pas, ou si cette thèse-là est suffisamment est un succès au sens disciplinaire, ben je serais ravi moi d'emmener de futurs designers à leur dire bah oui, il y a l'activité, il y a l'enseignement, il y a le fait de pouvoir gagner sa vie, bien gagner sa vie avec des projets intéressants, des projets moins intéressants, peu importe, mais il y a aussi une autre responsabilité aujourd'hui. Le design, c'est aussi une science, quoi. Et je pense que, peut-être pas tout le monde, mais on est en devoir aussi d'alimenter, de pratiquer et de crédibiliser finalement ce design-là qui, pendant longtemps, a été tenu très très loin des cercles de pensée, quoi.